Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. L'ouverture à Lisbonne de la conférence des Nations Unies sur les océans, une ouverture sur fond de constat d'urgence à agir pour préserver et exploiter durablement cette précieuse ressource. Le prince Albert II assiste aux débats qui doivent durer jusqu'au 1er juillet. Autre ressource vitale, l'eau que l'on boit. Comme chaque année à cette période, la sécheresse se fait menaçante. Nous verrons comment la Société monégasque des eaux s'est préparée à la saison estivale. Manuel Nardi, son directeur général, sera notre invité. L'été animé du nouveau musée national de Monaco, le directeur du NMNM, Björn Dahlström, viendra nous présenter la palette des événements à venir ou en cours, avec en tête d'affiche l'exposition consacrée au photographe Helmut Newton. Enfin, nous irons à Oran, en Algérie, retrouver notre équipe d'envoyés spéciaux sur place et dresser le bilan quotidien de la délégation monégasque engagée aux Jeux méditerranéens. Mais ouvrons donc ce journal avec cette conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne dont on attend beaucoup pour parvenir à la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Nous retrouvons sur place au Portugal Lionel Bernardi et Vanessa Dessy. Dirigeants mondiaux, jeunes, entrepreneurs et sociétés civiles se sont réunis ici à Lisbonne afin de se mobiliser et de lancer des solutions innovantes en faveur de la protection des océans. Située entre l'océan Atlantique à l'ouest et la mer de Paille à l'est, Lisbonne est la capitale la plus occidentale d'Europe. Deux ponts relient la ville à la rive sud. Elle est aujourd'hui menacée par la montée des eaux. L'océan est donc très lié à son histoire, à sa culture, à ses paysages et à son économie. C'est donc tout naturellement à Lisbonne qu'a lieu la conférence des Nations Unies sur les océans. L'objectif étant d'avancer sur l'agenda ainsi que sur les questions liées au changement climatique. Il y a plusieurs dialogues de partenaires. Les chefs d'État, de gouvernement, même si c'est une réunion ministérielle, sont venus en nombre pour défendre les océans. Ce qui est très important, c'est que d'abord ça se place dans le cadre de la décennie de la science océanique qui est organisée par l'UNESCO. Les États, quel que soit leur endroit au monde, sur la planète, ont compris que le lien entre l'océan mondial et le climat c'était indissociable. Donc voilà, c'est important d'agir. Les aires marines protégées offrent aujourd'hui les solutions parmi les plus efficaces. Les États doivent ainsi, selon les objectifs du développement durable définis dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, protéger de manière effective au moins 10% de leurs zones marines et côtières. Cet objectif devrait passer à 30% après la prochaine convention sur la diversité biologique. C'est un défi, il ne faut pas se le cacher, on vient de très loin. On vient de très loin, on est à quelque chose comme 8% aujourd'hui globalement. En Méditerranée, on n'est pas mieux. C'est pour ça qu'il faut mobiliser toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse avancer sérieusement. Donc il y aura cette conférence sur les océans, il y aura, puisque maintenant elle est fixée d'ici la fin de l'année, la conférence de la Convention sur la biodiversité où il faudra, je dirais, adopter un plan et des engagements de gestion à l'échéance 2030. L'océan est le plus grand écosystème de la planète, régulant le climat. Cette deuxième conférence des Nations Unies sur les océans est donc l'occasion de rappeler l'importance de sa préservation. L'eau décidément au cœur de cette édition. Remontons à contre-courant, partons des océans pour rejoindre les fleuves et rivières qui nous alimentent quotidiennement en eau. L'été représente traditionnellement une période menaçante pour les ressources en eau. La sécheresse guette. Quels sont les bons gestes à adopter? Y a-t-il un vrai péril pour l'approvisionnement de Monaco? Nous allons poser ces questions au directeur général de la SMO. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir Patricia. La sécheresse est toujours redoutée en cette période de l'année. Alors certes, hier, nous avons connu un épisode orageux, aussi court que dense, mais j'imagine que cela ne suffira pas à lutter contre la sécheresse globalement. Oui, non, vous avez raison. La pluie d'hier est bienvenue. Malheureusement, c'est des pluies qui sont très violentes et dont l'efficacité est relativement faible. Et l'essentiel part évidemment en mer et ne suffit largement pas à compenser une sécheresse qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Alors Manuel Nardi, est-ce que l'on peut repréciser d'où vient la précieuse eau du robinet que nous buvons?
Nous sommes ici sur le site de la Monégasque des Eaux qui récupère la totalité des sources de la Principauté et qui sont traitées ici dans nos bureaux avant d'être refoulées dans les réservoirs de la Principauté. Ça, c'est une petite partie en cette saison de la production puisque nous assurons à peu près 10% des besoins en période estivale et surtout en période de sécheresse. Le reste provient d'achats d'eau qui étaient effectués jusqu'à présent de l'Est et de l'Ouest en France et qui aujourd'hui ne dépendent que de l'alimentation de l'Ouest à partir de la Vésubie parce que la ressource de la Roya a subi de grosses difficultés liées à la tempête Alex et dont les effets se font encore sentir malheureusement. Le but, c'est de ne pas affoler la population, mais est-ce que dans les semaines qui viennent, on doit redouter une pénurie d'eau ? On ne doit pas redouter une pénurie d'eau, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser et la gaspiller à outrance. Il est clair qu'aujourd'hui, les ressources en eau sont sous tension. Tout le monde a entendu parler, je pense, de l'arrêté sécheresse qui a été pris dans les Alpes-Maritimes, qui est la région voisine. Et évidemment, Monaco ne fait pas exception à la règle. Et il est nécessaire aujourd'hui d'être extrêmement vigilant aux fuites, au gaspillage, et de veiller à avoir un bon usage de l'eau, un usage sain et raisonné de l'eau dans cette saison évidemment. Mais une grande partie de notre eau potable vient donc de ce département des Alpes-Maritimes. Une sécheresse avec un lourd impact sur ces sources pourrait avoir quand même d'importantes conséquences à Monaco ? Alors aujourd'hui, les travaux qui ont été faits par la régie Eau d'Azur permettent de garantir d'avoir un accès à l'eau suffisant pour la Principauté. Parce que ça dépend de la ressource de la Vésubie complétée par des ressources alternatives en provenance du Var et que l'ensemble représente une ressource suffisante, néanmoins sous tension puisque l'entier département depuis Nice jusqu'à Menton dépendent essentiellement de cette ressource. Donc nous sommes nombreux à être dessus. Et je dirais en plus que la reprise économique, évidemment, qui est bénéfique pour tout le monde, s'accompagne évidemment d'une recrudescence des consommations d'eau et que par conséquent la tension sera au moins aussi forte, si ce n'est plus qu'en 2021, ce qui explique qu'il faille vraiment faire attention et avoir un usage raisonné de l'eau pour éviter justement d'avoir à affronter d'éventuelles carences, mais qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais il existe à Monaco des cuves, des citernes immenses. Quel est leur rôle aujourd'hui? Elles sont toutes en activité? Alors évidemment, l'ensemble des cuves et des réservoirs en réalité de la Principauté est mobilisé, maintenu à des niveaux relativement hauts, mais il faut savoir que l'eau potable est un produit alimentaire et qu'à ce titre, on ne peut pas le stocker pendant 3 semaines sans risque de dégradation de la qualité. Donc aujourd'hui, le stockage de la Principauté, globalement, représente 1 journée et demie de consommation. Ce qui veut dire qu'on ne peut absolument pas compter sur les réserves stockées pour pouvoir éventuellement se passer d'eau, de ressources pendant 2-3 semaines. Ça, c'est strictement impossible. Et je dirais que dans ce contexte-là, la Principauté est quand même relativement bien dotée en ressources, puisqu'il y a des services qui disposent de moins d'autonomie encore que cela. En conclusion et pour résumer, vous avez esquissé quelques réponses lors de cet entretien, mais quels sont les conseils très pratiques à prodiguer à tous ceux qui nous regardent pour le bien commun et pour éviter une surconsommation d'eau en été? Alors, avant de donner des recommandations aux particuliers, je voudrais insister sur le fait que nous avons pris la décision de sensibiliser les gros acteurs de la Principauté qui sont gros consommateurs d'eau. Je prendrai comme exemple évidemment l'ADO avec l'arrosage des espaces verts. Je prendrai par exemple la SBM, je prendrai par exemple la SEPM qui gère les ports de Monaco. Et enfin notamment la SMA à qui on a demandé de faire des efforts effectivement pour l'eau de voirie et le lavage des rues, d'avoir un usage modéré de l'eau. Alors je sais que ça peut s'accompagner de quelques désagréments, mais je demanderai aux gens d'être compréhensifs pour éviter évidemment d'avoir un usage trop important de l'eau dans cette saison. Pour les particuliers, il faut évidemment être vigilant à tout ce qui est susceptible de fuir, et notamment les chasses d'eau qui sont quand même un gros vecteur de fuite. Outre évidemment la facture d'eau qui s'en ressent, ça fait une dépense inutile d'eau et une ressource gaspillée qui est quand même facile à mesurer. Je dirais dans un autre ordre d'idée, évidemment, on a donné des recommandations pour éviter de re-remplir les piscines, jacuzzi, des choses comme ça, qui peuvent évidemment, s'ils sont vides aujourd'hui, il est quand même délicat de les remplir maintenant. Ça serait un petit peu dommage. On a donné aussi dans ce sens-là des recommandations au niveau des piscines publiques pour éviter les vidanges et les nettoyages en cette saison et de plutôt attendre la fin d'été évidemment. Et puis de manière plus générale, ne pas prendre de bain et préférer les douches.
par exemple, ou d'attendre que le lave-vaisselle soit bien plein avant de le lancer. Pareil pour les machines à laver. Enfin, des gestes de bon sens qui ne sont pas très compliqués, mais qui permettent, multipliés par le nombre de milliers de personnes qui les appliquent, d'avoir un résultat qui est quand même significatif. Voilà, du bon sens et du civisme. Merci Manuel Nardi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Patricia. Yannick Debevert nous rejoint pour développer les autres grands titres de l'actualité et cette conférence sur le bilan économique de l'année 2021. Bonsoir Yannick. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Les équipes de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques ont analysé pour les membres du Monaco Economic Board les chiffres de l'année 2021. Lors de cette conférence, il était évidemment question des impacts de la situation sanitaire, mais aussi de la reprise économique, ainsi qu'un zoom sur l'emploi en principauté. Autre conférence, celle proposée par la Monaco Méditerranée Foundation. Dans le cadre de son cycle de conférences, la MMF recevait ce mardi soir le professeur Alberto Meloni, historien des institutions et des doctrines religieuses. Le thème de cette soirée, géopolitique et religion, pour expliquer toute l'importance des croyances dans certaines régions du monde et leur impact dans le temps. L'association Fightheads Monaco organise demain une nouvelle campagne de dépistage Test in the City. Test in the City, c'est une opération qui existe depuis 10 ans maintenant et qui permet à quiconque de venir faire un dépistage du VIH gratuitement, rapidement et anonymement. Ce jeudi, le stand Fightheads sera installé sur le parvis de la galerie marchande de Fontvieille entre 10h et 18h. C'est un été très animé qui se dessine au nouveau musée national avec 2 expositions événements, des nocturnes, des ateliers pour enfants et l'ambition d'attirer un large public dans ces 2 lieux d'exception que sont la Villa Sauber et la Villa Paloma. Pour lever le voile sur la programmation estivale 2022, nous accueillons le directeur du NMNM. Bonsoir Björn Dahlström. Bonsoir. L'actualité ne manque pas en cette période estivale au nouveau musée national et nous allons la détailler ensemble point par point. Et pour commencer, cette exposition événement consacrée à Helmut Newton à la Villa Sauber, elle a débuté il y a 10 jours et c'est déjà un succès. Oui, on reçoit beaucoup de visiteurs de Monaco d'une part, mais aussi de toute la région. Et je suis content que le public soit au rendez-vous, puisque l'idée c'était vraiment de célébrer ce grand photographe du XXe siècle, qui est plus qu'un photographe de mode, mais aussi de célébrer la région, puisque l'exposition s'appelle Newton Riviera, et qu'il est question nécessairement de Newton, mais aussi de sa vision de la Côte d'Azur et de la Riviera, comment il a forgé lui-même une imagerie, je dirais, de la région, donc qui s'étend depuis Ramatuelle, où il avait acheté une maison au début des années 60, jusqu'à Bordighera en Italie. Donc le public est au rendez-vous et je m'en réjouis. Oui, elle porte sur l'ancrage sudiste d'Helmut Newton, cette exposition. C'est une période qui a été très prolifique dans la vie de l'artiste. C'est fondamental. Il s'est installé vraiment à une époque où il est extrêmement reconnu dans son domaine. Donc il lui a permis d'avoir une vraie maîtrise de sa photographie et d'imposer un style. Et j'en parlais avec le directeur Matthias Harder, le directeur de la fondation Helmut Newton à Berlin. Il me disait qu'on pouvait estimer à peu près 30 à 40% de toute sa production qui aurait été réalisée sur la Côte d'Azur. Et il y aura une nocturne demain, jeudi, à partir de 19h. Que va-t-il s'y passer ? L'exposition est accessible à tout le public, gratuitement, à partir de 19h. À 20h, nous avons une rencontre avec Paul Arden, qui est un historien de l'art et qui vient de publier un livre sur Helmut Newton. Et à la suite de quoi, à 21h30, au coucher du soleil, en gros, on projette le film L'Effronté sur Helmut Newton, qui est sorti il y a 2 ans et dont la sortie en salle a été un petit peu contrariée par le Covid et qu'on est très heureux, nous, au Musée National, de pouvoir présenter en extérieur dans le cadre de cette nocturne. Donc un film, un documentaire d'une heure et demie qui sera projeté à partir du coucher du soleil. Oui, donc l'exposition Helmut Newton à la Villa Sauber et puis à la Villa Paloma, une exposition en cours de préparation qui s'intitule Excentrique bébé. Sans trop en dévoiler, que se cache-t-il derrière ce titre ? Ce qu'on a voulu faire cet été, c'est rendre hommage aussi à la région. Donc Newton, on l'a dit, a vécu 20 ans à Monaco, mais Bérard aussi a traversé, c'est une grande figure lui aussi de la création au XXe siècle. Un créateur tous azimuts qui a été à la fois décorateur, costumier, illustrateur de mode,
peintre. Et en ce sens, il est extrêmement excentrique. C'est un personnage qu'on voit beaucoup dans l'exposition, beaucoup représenté en photographie, à travers ses autoportraits, bien sûr, peints, mais aussi en photographie, qui était vraiment une figure de l'entre-deux-guerres, extrêmement aimé de ses collaborateurs et amis. Parmi les plus célèbres, Christian Dior, Jean Cocteau et Gabriel Chanel, et qu'il appelait affectueusement bébé. Donc ce qu'on a voulu mettre à l'honneur dans cette rétrospective, puisque c'en est une, ce sont tous les aspects de cette personnalité extrêmement riche, extrêmement truculente, et qu'on pourra découvrir avec une scénographie imaginée par Jacques Grange, qui nous a fait la gentillesse d'accepter de mettre en scène cette exposition qui se découvre un peu comme une maison domestique particulière à travers tous les objets que Bérard a produits, mais aussi des collaborations avec des personnalités comme Jean-Michel Franck, par exemple, très grand décorateur lui-même de la même époque. Donc un vernissage et une ouverture au public au premier jour du mois de juillet. Ce qu'il faut préciser également, Björn Dahlström, c'est que les enfants sont également associés à vos choix culturels. Vous renouvelez votre offre d'atelier pour occuper les plus jeunes pendant les vacances. Exactement, pendant tout le mois de juillet et dès la semaine prochaine, on pourra accueillir à la fois la Villa Saubert dans le cadre d'ateliers autour de la botanique, les enfants dans le cadre de divers ateliers qui se tiendront dans le jardin, et à la Villa Paloma, avec évidemment tout l'univers de Bérard qui était extrêmement varié et riche, des ateliers autour de la question du portrait, du théâtre, de la danse, et également la peinture, bien évidemment. Traditionnellement, cette période estivale, elle marque un regain de fréquentation au NMNM, ou c'est plutôt une période calme? Non, c'est une période, je crois, comme pour tout Monaco, la période estivale est la plus dynamique. Alors on mène un travail de fond en hiver et à l'automne avec les écoles notamment, et avec un public, je dirais, davantage de proximité. C'est vrai qu'après Monaco, l'été est davantage traversé par un public international, et c'est pour ça qu'on saisit ces occasions pour rendre hommage à ces deux grandes figures extraordinaires, encore une fois, qu'on a la chance d'avoir, qu'ils aient traversé Monaco et produit des œuvres considérables dans la région et dans ce pays, et qu'on met à l'honneur simultanément. Sont aussi des personnalités qui ont un lien avec la mode et qui font écho d'une certaine manière, je pense, à ces deux expositions, à cette grande exposition qui se tient au Grimaldi Forum autour de Christian Louboutin. Donc tout ça fait sens, et je pense que si on vient à Monaco voir une des expos, eh bien, on aura peut-être envie de voir les deux autres. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Merci Björn Dahlström. Et je rappelle donc que l'exposition Helmut Newton se poursuit jusqu'au 13 novembre à la Villa Saubert. Merci beaucoup. Un été résolument culturel donc à Monaco. Au chapitre sportif, les représentants monégasques aux Jeux méditerranéens d'Oran ont débuté pour la plupart leurs compétitions respectives, et nous allons faire un tour d'horizon des premiers résultats. Pour cela, nous retrouvons en Algérie Olivier Bonello et Émilie Rousseau. Débutons par la gymnastique, Émilie. Oui, Kevin Crovetto qui en est déjà à ses 3e Jeux méditerranéens après Mersin et Tarragone, où il avait été le porte-drapeau de la délégation monégasque. Il est présent ici à Oran pour défendre toutes ses chances, et ce après une saison bien remplie. Alors comment s'est passée sa compétition? Élément de réponse dans ce reportage réalisé avec Olivier Bonello. 3e en top 12 avec l'Étoile de Monaco, puis fraîchement honoré de 3 médailles au dernier championnat de France de gymnastique. Kevin Crovetto est arrivé en Algérie avec une saison bien remplie dans les jambes, mais il se faisait un point d'honneur de participer aux Jeux méditerranéens. Pouvoir représenter son pays au haut niveau a toujours été une fierté pour lui, et il s'en est montré digne dans la toute récente salle Omnisport de Oran. Après avoir terminé 20e des qualifications, le Monégasque avait rendez-vous avec la finale du concours général. Une finale qu'il a parfaitement maîtrisée avec sérieux et application. Après le passage au 6 agrès, il finit 16e ex-aequo au classement général, sa meilleure performance aux Jeux méditerranéens. Non, c'était une bonne occasion pour finir la saison en beauté, après une saison assez longue et assez compliquée, mais qui a été quand même très bonne, avec des très bons résultats. Donc ça fait plaisir de finir par une bonne prestation aux Jeux méditerranéens, avec un plateau très relevé et une 16e place qui est très appréciable. Une prestation et un résultat salué par son entraîneur Thierry Heim, ancien grand champion de gymnastique. C'est une super performance parce qu'il a fait une super compétition d'abord.
Et après une belle saison, et par équipe avec le top 12 et individuel où il récolte 3 médailles. Donc je le félicite et bravo. Après quelques jours de repos bien mérités, Kevin Crovetto préparera les championnats d'Europe qui auront lieu en août prochain à Munich. Compétition où il retrouvera certains athlètes présents ici même à Oran pour les Jeux méditerranéens. Voilà pour la gymnastique. Quels sont les autres résultats sportifs du jour, Émilie ? Eh bien, tout se passe comme prévu pour la pongiste monégasque Xiao Xingyang qui a remporté toutes ses rencontres de poule. On le rappelle, Xiao Xingyang est médaillée d'argent aux derniers Jeux de Tarragone. En revanche, fin de l'aventure pour la doublette monégasque en pétanque qui s'est inclinée 13-0 face à la France. On a rencontré le coach de cette équipe monégasque, Yves Governatori, pour faire le bilan ensemble. Je vous propose de l'écouter. Un bilan très positif. Très positif parce que la satisfaction d'avoir bien joué déjà. Hein, bon, et comme on dit, après, la pétanque a choisi son camp, malheureusement pour nous. Mais non, c'est vraiment très positif. Il y a eu des belles parties de fête. Il y a eu un très beau jeu de Guillaume au tir et Claude aussi. Voilà, non, vraiment très satisfait de notre compétition. Dans les autres résultats en tennis, Luca Katarina s'était qualifié pour les quarts de finale hier en battant un chypriote. Il s'est malheureusement incliné aujourd'hui face à un spécialiste de la terre battue, l'Espagnol Montagut. La chaleur, il faut dire, est étouffante ici à Oran. Et puis il y a de la voile pour le moment. Jérémy Moutou est 14e au classement général. Poursuivons dans le domaine sportif avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour le MBA, Yannick. Fraîchement promu en 2e division, le Monaco Basket Association se renforce avec l'arrivée d'un entraîneur expérimenté, Régis Racine. En tant que membre du staff de Nanterre en 2013, il a notamment remporté le championnat de France de Pro A. L'ancien meneur de jeu arrive en principauté avec une philosophie qui a toujours fait sa réputation, la défense avant tout. Des rendez-vous à noter vendredi soir tout d'abord sur Monaco Info, un nouveau numéro de l'émission Grand Format. La marque Monaco, voilà le thème de cette nouvelle émission Grand Format présentée par Sébastien Borgna. Synonyme d'excellence, beaucoup d'entrepreneurs s'appuient sur le prestige monégasque pour développer leur marque. Qui sont ces personnalités? Quel est leur parcours? C'est à découvrir dans Grand Format ce vendredi 1er juillet à 21h. Et samedi, toujours une émission inédite du débat. Ce samedi à 21h, Monaco Info vous propose la projection du film biographique américain La Voix du Pardon, suivi de l'émission Le Débat. En plateau, Fabien Bonilla et l'abbé Christian Venard reviendront sur ce film avec l'abbé Pierre Amar, auteur du livre Hors Service, mais également l'ancien basketteur de la Roca Team, Wilfried Yéguété. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Quel temps fera-t-il jeudi, Yannick? Ce jeudi, la journée devrait être ensoleillée malgré quelques passages nuageux dans la journée. Les températures resteront stables avec 23 degrés attendus. Nous perdrons encore 1 minute d'ensoleillement demain avec un lever à 5h49 et un coucher à 21h17. Ce jeudi 30 juin, nous fêtons le Saint Martial. Merci Yannick, ainsi se referme cette édition. Demain, vous retrouverez Julia Vial à 19h. Nous nous quittons sur la série de photos de fin de journal. Elles sont signées Manuel Vitali et ont été prises ce matin au Palais Princier où les vastes travaux de restauration s'achèvent. Dès le 1er juillet, les visites vont reprendre et vont permettre au public de découvrir l'ampleur du travail effectué et les découvertes artistiques et historiques qui ont marqué ce chantier hors norme. Le coordonnateur des travaux, Christian Gauthier, sera d'ailleurs notre invité vendredi dans le 19h. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.